Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien avec le masque? Ouais, super. On va commencer. Alors, on se retrouve ce soir pour parler du design participatif et de la fabrique de la ville. On en a pour 45 minutes de présentation à peu près. Et à la fin, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Je suis Baptiste Mourcel. Mon acolyte ce soir, c'est François Chenon. On a créé ensemble Dembo, qui est une agence d'architecture et d'urbanisme ici à Saint-Malo. Voilà pour les présentations. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir à tous, merci d'être venus. On tient aussi à remercier l'Institut qui nous a invités en fait, justement à cette cérémonie, en tout cas à cette semaine d'événements. On voulait en fait partager cette définition que l'équipe de l'Institut a donnée au design, qu'on trouve très intéressant et qu'on partage. Pour nous, pour l'architecture, le design ont quand même beaucoup de points communs, l'urbanisme également, dans leur capacité en fait, à définir, en tout cas à nous donner la possibilité de définir en fait, une sorte de réalité. Et qu'on y arrive même de définir notre propre réalité. C'est à travers en fait, finalement ce travail qu'on arrive en fait, à définir une ambition, en tout cas qu'on arrive à répondre en fait, au projet qu'on nous propose. Derrière, en fait, cette opportunité qu'on nous offre en fait, avec les projets sur lesquels on travaille, il y a pour nous, que ce soit d'ailleurs derrière l'architecture, puis derrière l'urbanisme ou derrière un objet en fait, de design, une opportunité, une chance de répondre à ce qu'on pourrait rêver de mieux en fait, au monde ou dans la société en fait, dans laquelle on travaille aujourd'hui. On est persuadé, en tout cas avec l'agence, qu'il y a une nécessité à vraiment apporter en fait, de la personnalité dans notre travail, apporter de l'authenticité, un vrai caractère dans nos réalisations. On dit souvent, dans le travail au quotidien, qu'on travaille sur une sorte d'ambivalence, en tout cas, de contradiction. On pourrait considérer comme une contradiction quand on parle de l'utopie pragmatique. C'est-à-dire que la dimension du rêve, en gros, est la définition du réel. Et c'est par cette ambiguïté, par finalement cette relation entre deux approches qu'on arrive à définir des projets, en fait, dans lesquels on y met, en tout cas, une réponse qui est pour nous, en fait, une réponse aux enjeux, en fait, de demain. Nous devons aujourd'hui, en fait, réfléchir, comprendre le monde dans lequel on vit, pour savoir, en fait, y voir et y comprendre, y apporter, en fait, des réponses aux opportunités et des réponses aux problématiques, en fait, d'aujourd'hui et de demain. C'est également, pour nous, une possibilité, pour le coup, Excusez-moi, j'ai perdu le fil de l'explication. Donc oui, effectivement, c'est pour nous, en fait, la possibilité, ensemble, de réfléchir à tous ces enjeux. Mais qu'ils soient d'ailleurs des enjeux environnementaux, des enjeux, en fait, écologiques ou économiques. Ce qu'on remarque, en fait, dans notre quotidien, surtout sur l'urbanisme et l'architecture, c'est que lorsqu'on travaille, en fait, sur une opération, lorsqu'on est, en fait, dans le quotidien de ces opérations, ces enjeux, en tout cas environnementaux, ces enjeux de la société d'aujourd'hui et de demain, malheureusement, on a du mal à les intégrer de manière générale. On a du mal à les faire part, en fait, à l'opération, face finalement à des projets dans lesquels on court après le temps, et face à cette obligation de construire, face à une nécessité, face à des besoins. Par rapport à ça, on réalise que, à cause de cette course un peu et cette frénésie, répondre finalement avec ce petit groupe d'acteurs qui sont les acteurs qui miroitent autour de la construction, de l'urbanisme ou de l'architecture. Il y en a nombreux, mais quand on voit en fait l'impact de ces projets sur 5 ou 10 ans, finalement on s'adresse à qui? On s'adresse non pas à ces concepteurs, mais finalement aux gens qui vont utiliser ces espaces urbains ou ces bâtiments. Et bizarrement, cette approche qu'on fait, bizarrement, on oublie presque le destinataire. Et ce qu'on trouve en tout cas important aujourd'hui, si on veut vraiment répondre aux enjeux de demain, il faut réussir à intégrer l'individu, les utilisateurs et les riverains. On va beaucoup vous parler dans la présentation des usages et des usagers. Alors on entend derrière ce terme les individus, les personnes évidemment, mais aussi les groupes de personnes, les habitants d'un quartier, les habitants d'une ville, et puis d'un point de vue plus général aussi la société. Il faut réfléchir à la fois au maillon de l'individu, mais aussi au maillon du groupe et de la société dans son ensemble, dans le monde dans lequel on vit en fait. Donc comme le disait François,
Dans beaucoup de projets, en fait, les personnes qui vivent, qui utilisent les espaces en fait, qu'on conçoit et qu'on travaille, sont souvent concernées par le projet très tard. On les implique, on leur demande leur avis très tard dans le projet. Et donc le participatif, c'est quoi? C'est arriver de plusieurs manières à réintégrer ces personnes-là, ces usagers, plus tôt dans le projet et de manière plus forte. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et le participatif est évidemment un atout pour les usagers qui vont être plus impliqués dans le projet et qui vont aussi comprendre la manière dont les projets se font. Mais c'est aussi un atout pour les élus et pour les collectivités, puisque les élus vont créer finalement une relation de confiance et de proximité avec leurs citoyens. Et puis ça va permettre au territoire d'être plus attractif, d'être plus dynamique. Le projet en lui-même et les porteurs de projets vont aussi en bénéficier, puisque ils vont pouvoir mieux répondre aux besoins des usagers. Et puis surtout, ils vont créer de l'adhésion et pas de l'opposition, comme on le voit dans beaucoup de projets, où on demande finalement très tard l'avis aux gens, ce qui fait qu'il se crée une sorte d'incompréhension, de frustration, et dans les cas extrêmes d'opposition, puisqu'ils se sentent en fait pas impliqués, pas suffisamment sollicités. Il y a deux canaux en fait pour faire du participatif. Il y a le canal physique, donc sous la forme d'ateliers, de réunions, de marches urbaines par exemple. C'est un canal qui est assez répandu, qui se fait depuis quelques temps déjà et qui se développe. Et puis il y a le canal du numérique, les outils digitaux, qui est un peu moins répandu sur la conception urbaine et architecturale. Nous, c'est pour ça qu'on a choisi en fait de créer une plateforme pour développer en fait cette dimension digitale du participatif, parce qu'elle est très complémentaire avec le canal physique et parce qu'elle a des opportunités que les réunions n'ont pas. On peut traiter beaucoup de données plus rapidement, c'est de la donnée objective, et on peut atteindre aussi une cible de population qu'on ne pouvait pas atteindre avant. Donc on a fait ce parti pris-là. Et ce qu'il faut aussi comprendre en fait, la suite de la présentation, on va vous présenter des exemples de projets dans lesquels on a utilisé du participatif, où on aurait pu utiliser du participatif. On peut utiliser le participatif sur différents sujets, à différents moments du projet, grâce à différents outils, grâce à différentes méthodes, et on peut en fait, il y a plusieurs degrés de participatif. Informer, c'est un premier degré de participatif, qui est déjà, en fait, c'est simple, mais qui est déjà très intéressant. Rien que le fait d'informer un citoyen, il va se sentir impliqué dans le projet, il va sentir qu'il participe au projet. Après, on peut recueillir des avis, des idées, on peut partager ses avis et ses idées, donc lors d'ateliers de réunions par exemple. Et puis le niveau le plus élevé participatif, c'est quand on va co-concevoir les projets avec les usagers, avec les citoyens, où là en fait le pouvoir de décision est partagé entre les élus, les porteurs de projets et les futurs usagers. Donc ça c'est le niveau un peu extrême, en tout cas le plus radical qu'on peut faire en participatif, qui dans certains projets peut être utilisé, dans d'autres a plus de contraintes, mais en tout cas c'est un objectif. Alors justement, en parlant d'objectifs, la première étape dans un projet urbain, un projet architectural, c'est de bien définir les objectifs, de se mettre d'accord sur les objectifs et de se mettre d'accord aussi sur les moyens qu'on est prêt à mettre en place pour, désolé mon masque ne marche pas très bien, les moyens qu'on est prêt à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'écrire une vision commune, on va essayer d'écrire en fait une stratégie collective. Encore une fois, en prenant en compte à la fois les besoins des individus et les besoins de la collectivité dans son ensemble. Alors, une des premières aspirations, finalement, une des aspirations qui est partagée par tout le monde, c'est l'accès à un habitat qualitatif et abordable. Alors, qualitatif, c'est assez facile à comprendre, avoir des espaces extérieurs qui répondent aux besoins des gens, qui améliorent le bien-être des gens. De plus en plus aussi, les espaces extérieurs sont une dimension qui revient dans les projets. Il y a un sondage qui a été fait il n'y a pas longtemps sur un grand échantillon de Français. 81% des Français en fait, souhaitent avoir un espace extérieur dans leur prochain logement. C'était un sondage Paris, province, tout confondu. Donc c'est vraiment une dimension importante. Et puis au-delà du logement, vraiment de l'espace privatif, il y a aussi toutes les conditions autour. Les services, les commerces, accessibilité, mobilité, qu'il faut prendre en compte pour faire un logement qualitatif. Ensuite, il y a le terme d'abordable, donc évidemment très important. Comment on fait du qualitatif qui répond au budget des personnes et qui est économiquement viable. Évidemment, il y a plein de leviers sur lesquels on peut jouer pour optimiser les coûts. On a pris un exemple en fait, d'un des leviers, c'est la densification dans les villes.
qui est un levier intéressant en fait, parce qu'à la fois, il permet justement d'optimiser ses coûts, mais aussi il permet de ralentir l'expansion urbaine en fait, et de ne pas grignoter sur des terres agricoles par exemple, et il permet aussi de développer des mobilités un peu plus douces, donc de moins utiliser la voiture par exemple, et de développer en centre-ville la marche à pied, le vélo. Donc la densification, c'est un sujet intéressant qui a souvent une image négative, parce qu'on pense à des grandes tours en hauteur, mais si on réfléchit bien à la densification, on peut faire des choses qualitatives, des choses intéressantes. D'ailleurs, si je vous demande en fait, parmi ces 4 types d'habitat, quel est le niveau en fait, quel est l'habitat qui a le niveau de densité le plus élevé entre une maison individuelle, une tour urbaine, on va dire, qui se fait dans les quartiers de gare en métropole, un immeuble de logement collectif de 10 étages et puis un immeuble haussmannien, naturellement, quel est le niveau de densité le plus élevé? Vous pensez? Qui va répondre? Personne. En tout cas, c'est l'immeuble haussmannien. Donc c'est pour dire qu'on peut, c'est pas forcément la tour urbaine qui fait 15 étages ou l'immeuble de logement collectif qui fait 10 étages. Donc c'est pour illustrer qu'il y a, sur la densification et sur d'autres sujets, il y a pas mal de préjugés finalement, et que c'est important, encore une fois, de créer l'échange, et que le citoyen ne peut pas, va apporter ses idées, va apporter ses compétences, mais qu'à côté du citoyen, dans tous les projets participatifs, il faut aussi des experts de la ville et du territoire qui apportent leurs connaissances et qui justement créent l'échange avec les citoyens pour leur expliquer, pour leur apporter, lui, ses connaissances et ses compétences. Donc ça, c'est important, on en reparlera dans la présentation, c'est l'équilibre entre tous ces parties prenantes, le citoyen, les experts, les élus, pour vraiment créer un territoire qui convienne à tout le monde. Alors souvent, quand on fait justement des enquêtes, il y a ce sentiment en fait, de mieux vivre ensemble. Encore plus en fait, avec la période qu'on vient de vivre. C'est d'ailleurs assez incroyable quand justement on avait 1 heure à peu près par jour pour se promener. On rencontrait en fait nos voisins, par moments on pouvait même découvrir en fait un peu nos quartiers. Et c'est ce sentiment en fait qui est très présent aujourd'hui dans cette nécessité en fait de réussir à trouver des endroits, alors soit directement liés au logement, soit liés en fait aux espaces urbains, qui permettraient ce lien social. Souvent quand on conçoit en fait un projet, on revient en fait longtemps en arrière. On a souvent en fait un peu cette mémoire des fêtes de village qu'on aimait bien, où il y a le lien social assez facile, où on en rigole et on a un peu ce sentiment, en tout cas, d'être ensemble, d'être en famille. Et c'est vrai que c'est dans ce modèle-là, en fait, que peut s'opérer, justement, les aménagements urbains, et qui, en tant que designer et architecte ou même urbaniste, on peut, en fait, justement, apporter une réponse par le dessin, mais également aussi par la programmation du lieu, en fait, qui va être opéré. On parle aussi, en fait, de mieux vivre ensemble, on peut aussi l'envisager sous l'angle, en fait, du logement. On voit de plus en plus en fait, de systèmes de colocation. Alors on connaît bien entendu le système de colocation étudiant, mais on voit de plus en plus en fait, des systèmes de colocation dans des grandes métropoles où le foncier est tellement cher, le prix immobilier est tellement cher, qu'on voit des colocations multigénérationnelles en fait, se mettre en place. Ce qui est très intéressant parce qu'il y a un côté très vertueux auquel on ne pensait pas forcément, c'est notamment de rompre en fait, le côté la solitude en fait, qui est de plus en plus présente, ou en tout cas l'isolement qui est de plus en plus présent pour un certain ménage. Notamment pour les seniors et les jeunes, il y a en fait finalement une relation sociale qui se met en place. Au-delà de la relation, il y a aussi en fait, des programmes qui se mettent en place. Par exemple, il y a des équipements en fait, à Londres qui ont aménagé en fait, des crèches qui sont gérées en fait, par des seniors et qui s'occupent en fait, des enfants de leurs propres locataires qui travaillent en journée. Donc il y a un mécanisme assez vertueux qui se fait. Quand on parlait justement beaucoup de programmes, cette mixité et la notion en fait, d'accessibilité, elle est cruciale. Aujourd'hui, on dit que à peu près le meilleur scénario serait d'avoir à peu près tout sur un rayon de 2 km. C'est-à-dire qu'on aurait nos activités en fait, sportives, culturelles, professionnelles, nos cadres de vie sur ce rayon-là. Et donc, ce qui entraîne en fait, forcément un programme assez, on va dire, hybride, mixte, au sein en fait, d'un même territoire. Ce qui serait, par rapport à ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, à l'opposition de ce qu'on appelle la sectorisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense quand même beaucoup la ville. Des fois, l'explication vient quand même du prix en fait, de départ des terrains.
mais de sectoriser ça. Il y a une partie où on fait du logement, une partie où on fait des zones commerciales, une partie où on fait des bureaux. Et donc ça entraîne quand même, ce scénario entraîne pour le coup des infrastructures nécessaires pour desservir, pour permettre d'aller d'une zone à l'autre. Ça entraîne aussi forcément, pour le coup, des moments dans la journée où ces zones finalement ne fonctionnent plus, les zones commerciales de nuit, les logements en journée. Et c'est justement la sectorisation freine la mixité, et comme le montre l'image, freinerait ce genre de rapport où on pourrait avoir à la fois la culture, le sport et du logement, et éventuellement même des bureaux. Quand on regarde en fait là, un peu, on parlait justement des enjeux, en fait, l'architecture et l'urbanisme peuvent répondre aux enjeux en fait, d'un point de vue environnement et d'un point de vue écologique. Si on regarde un exemple, si on mettait à côté en fait un centre commercial avec du logement, un centre commercial en fait en journée libère énormément d'énergie, beaucoup de chaleur. Cette chaleur en fait, si on arrivait à la stocker, on pourrait en fait la repartager, en tout cas la distribuer le soir au logement ou à des bureaux en journée. Ça montre bien que si on arrivait en fait, à intégrer ça en, fait, en termes de programmation, là on parle d'objectifs justement dans cette démarche en fait, collective, de définir des objectifs, et notamment la programmation est essentielle, on arriverait en fait, à la fois à répondre socialement et à certains aussi aspects écologiques. Dans la même branche, hein, bien entendu, si on arrive à être sur un rayon de des kilomètres, on a tous adoré les cas d'Amsterdam ou le Danemark, sur justement cette place qui laisse en fait au vélo et à la mobilité douce. Ça permet, bien sûr, un impact en fait écologique, évidemment. Ça permet de rendre en fait le trajet, s'il est court en fait entre votre maison et votre bureau en fait plus agréable. Ça permet de perdre un peu de poids s'il y en a un peu en trop. Donc c'est justement, ça nécessite des infrastructures, ça nécessite en fait une démarche quand même assez globale, une vision globale qui se fait très en amont, ça qu'on ne peut pas penser le projet en fait, de manière isolée. C'est-à-dire que si on prend le logement d'un côté, on va réfléchir sur le logement sur l'échelle du terrain. Si on arrive à avoir cette vision globale ensemble, on arrive à intégrer en fait justement des choses plus diverses. Alors ça c'est le dernier bien sûr, qu'on entend, beaucoup Mathis l'a abordé juste un peu avant, qu'on entend souvent. Effectivement, avec ce qu'on vient de vivre, la nécessité d'être à l'extérieur est essentielle, ça l'était bien avant. Alors à la fois d'un point de vue urbain, on est tous, même par ici, on adore à Nantes aller se promener sur la Loire, on adore en fait se promener au parc des Gailleuls à Rennes, et là, également en fait à l'échelle du logement, ça devient en fait finalement, ça participe en fait à la qualité de nos espaces et à la qualité en fait de nos modes de vie. Une fois qu'on a posé ce cadre en fait et ces objectifs, on peut s'intéresser un peu plus dans le détail en fait à ce qu'on va faire, où on va le faire, comment on va le faire. Alors ça c'est un exemple qui est intéressant, c'est un cabinet d'urbanisme en fait qui a fait une étude, une enquête à Bourges, dans la ville de Bourges, donc qui a demandé finalement aux citoyens ce dont ils avaient besoin sur la ville de Bourges et à quel endroit ils avaient besoin. Et en fait ils ont compilé tous les retours et ce qui donne en fait cette carte avec ces différents points. Donc où on peut voir à la fois des besoins en pistes cyclables, en espaces verts, en école, en espace culturel. Voilà, donc c'est en gros, via la dimension géographique et la carte, ils ont pu sortir cette étude qui finalement déjà pose une première pierre et un premier constat des besoins qu'il y a d'un point de vue citoyen. Alors cette participation citoyenne, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il faut la croiser avec d'autres données, avec des données du territoire, avec des données qu'ont les pouvoirs publics, qu'ont des experts de la construction et de l'immobilier. Par exemple, ça c'est une carte de Saint-Malo avec les différents niveaux de prix du foncier sur les différentes zones. Donc évidemment le vert c'est là où les zones où le foncier est moins cher, et puis le rouge c'est là où le foncier est plus cher. Donc en croisant des données comme ça, les différents projets qui sont en cours ou qui existent déjà, les différents services qui existent déjà, et on peut avoir une bonne idée sur un territoire de ce qu'il faut mettre en place et où il faut le mettre en place. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire par exemple comme a fait la ville de Tours, qui en fait a organisé un appel à projets innovants. La ville de Tours a sélectionné 8 sites dans la ville et a donc lancé un appel à projets qui avait comme but en fait d'accélérer la transformation de la ville, d'innover et puis d'impliquer les acteurs locaux.
Donc en fait, l'appel à projet était vraiment ouvert à tous, les acteurs spécialisés dans la construction, mais aussi des acteurs de l'économie, des associations, et les équipes en fait qui candidataient étaient encouragées à intégrer dans leur équipe des usagers ou des acteurs de la société civile. Et les candidatures étaient d'autant plus appréciées qu'il y avait ces acteurs-là dans les équipes. Et la ville de Tours a d'ailleurs ouvert un portail sur Internet participatif où les gens pouvaient pousser des idées sous forme de texte, sous forme d'images, sous forme de commentaires, pour alimenter justement les réflexions de ces différentes équipes. Donc dans la méthodologie, c'était très intéressant et les résultats ont été très positifs. Les habitants ont vraiment adhéré à la démarche et puis les projets aussi qui sont sortis de ça ont été très qualitatifs. Sur les 8 sites, il y a 6 projets qui vont continuer. Sur 2 sites, il y a des projets infructueux, mais sur 6 sites, il y a des projets qui vont continuer, dont celui-là, en fait, qui a la particularité d'avoir été fait par un collectif d'urbanistes, d'architectes, d'universités et d'écoles publiques et d'associations culturelles, sportives. Donc ça mixe des bureaux, ça mixe des hébergements, ça mixe une forêt, ça mixe vraiment plein de choses, et dont un parking aussi en bois circulaire pour garer sa voiture en fait et faire le reste de la ville à vélo, puisqu'il faut savoir que ce site était au bord d'une autoroute en fait qui desservait Tours. Donc on peut via des procédures comme ça d'appel à projets innovantes, citoyennes, on peut vraiment avoir des projets concrets et intéressants qui sortent. Le Superkillen, c'est un aménagement urbain à Copenhague qui traverse un quartier éthiquement assez large et socialement, en fait, pour le coup, en difficulté pendant pas mal d'années. En gros, c'était le quartier de Copenhague assez chaud. Et la réalité de l'opération, c'est que les équipes de conception, Topotech, Big et Superflex, ont eu comme idée d'essayer de créer en fait un catalogue, en tout cas un aménagement urbain qui réunirait en fait tout ce qui se fait de mieux d'un point de vue urbain, d'un point de vue design, dans les 60 pays représentés par ses habitants. C'est-à-dire qu'ils ont été voir les habitants du quartier, et ils leur ont demandé essayez de nous transmettre en fait en photo des équipements que vous appréciez en fait dans vos pays respectifs et que vous aimeriez en fait y voir installés dans l'aménagement. L'équipe de conception avait simplement défini 3 zones. 3 zones donc, avec 3 couleurs distinctes, dans lesquelles il y allait avoir en fait des animations en tout cas assez différentes. Mais quoi qu'il en soit, tout le mobilier qui compose en fait cet aménagement-là a été intégré par les habitants et représente finalement 60 pays du monde sur un espace en fait qui fait 3 km de haut. La réussite de l'opération, c'était de montrer que finalement, ce sont finalement les citoyens, en tout cas surtout les gens du quartier, qui ont participé à quelque chose qui est de leur identité aujourd'hui. En tout cas, c'est presque leur projet. Et ce qui fait aujourd'hui un des quartiers, en tout cas les plus populaires en fait de Copenhague, et dans lequel en fait vous allez croiser pratiquement toutes les générations et toutes les cultures qui peuvent exister. Donc déjà, en tout cas toutes les cultures qui sont représentées en fait dans ce quartier-là. C'est bien aussi de voir un peu les contre-exemples. Hein. On parle souvent des bons côtés. Là, c'est un MVRDV, donc c'est une agence hollandaise qui a fait une opération d'un musée et d'un dépôt en Allemagne. Ils ont commencé en fait le projet un peu de manière traditionnelle. Le projet s'installait vraiment en fait en haut d'un parc exceptionnel donc très rapidement forcément il y a eu tous les riverains, les associations locales qui sont finalement partis contre l'opération. Donc là l'opération a été arrêtée. Pendant pratiquement 1 an, il y a eu des débats, des échanges en fait pour voir comment le projet pourrait évoluer et même se transformer, parce qu'à l'époque c'est simplement en fait une grande masse qui abritait en fait de l'art, et aujourd'hui c'est devenu en fait un parc. Sur la partie, le rooftop est devenu un parc dans une continuité urbaine. Ils ont intégré des restos, des kiosques par une demande citoyenne, ce qui a eu un impact considérable parce que pour le coup il fallait complètement redimensionner le projet. C'est-à-dire que le projet n'était pas du tout en mesure d'accueillir ces équipements. Donc pendant 1 an, tout le modèle économique, le modèle d'ingénierie a été repensé pour accueillir justement l'adaptation d'un programme qui est venu finalement des citoyens, mais après coup. Là, on aborde la partie donc formalisation de l'opération. On va partir du principe qu'on a défini, on prend un exemple, on part du principe qu'on a défini en fait une zone, on a défini un lieu d'intervention avec des objectifs. On a défini un programme, donc partons du principe que c'est un programme mixte. On a défini, en fait, pour le coup,
différentes notions de verticalité et densification. L'idée, en fait, aujourd'hui, notamment avec l'outil, c'est de voir, parce qu'on dit souvent, d'accord, c'est bien beau de faire du participatif, vous avez réfléchi ensemble, on a réfléchi ensemble au programme, à l'objectif, mais alors concrètement, maintenant, l'architecture, comment elle peut évoluer réellement? Parce que si on dit, on va changer simplement la façade, finalement, c'est minoré par rapport à ce que beaucoup de gens attendent. Notamment si on aborde en fait la question des aménagements urbains, on l'a vu avec l'exemple du Superkilen. Si on arrive assez tôt dans la conception avec les bureaux d'études et les bureaux d'urbanisme et d'architecture, le projet en fait a une vraie agilité. Donc on peut très rapidement, à l'échelle urbaine dans ce cas-là, imaginer un aménagement minéral avec des équipements. Et si on voit finalement que les futurs acquéreurs ou les gens qui sont autour dans le quartier préfèrent, il y a une équipe par exemple de basket où ils préfèrent un parc au lieu d'un espace minéral, on pourrait en fait envisager, dans un cadre, le scénario 2, où on serait plus dans un côté très végétal, de parc et d'espace de sport. Notamment, on parlait au tout début en fait le côté abordable. On sait que pour répondre à la densité, la verticalité est une option. La difficulté qu'on a en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on travaille quand même la verticalité dans les villes européennes. La ville européenne, contrairement aux villes américaines, on est quand même sur une skyline en fait très 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 vaste. Donc dès qu'on commence à réfléchir à la verticalité, on est souvent en fait en rupture complètement avec le contexte. On a une émergence en fait assez radicale qui s'impose un peu dans un environnement bas. La difficulté, en tout cas, et quand on parlait d'agilité sur l'opération architecturale, c'est de voir en fait deux aspects. Le premier est la variation que pourrait apporter un volume. Donc là, on pourrait parler d'un programme de bureau ou même de tertiaire. Mais un volume en fait qu'on duplique, qui génère finalement le programme. Et avec la variation, donc là il y a 3 scénarios, avec la variation en fait du volume, on pourrait appeler ça une verticalité progressive. On pourrait imaginer que dans certains contextes, si on a un vrai besoin à certains endroits de descendre en fait l'opération pour être dans un rapport plus, on va dire, respectueux, en tout cas avec un rapport plus urbain, avec par exemple de la maison individuelle, on pourrait réduire en fait le volume et le rehausser en fait à un endroit où ça le gêne le moins pour augmenter et pour densifier en fait l'opération. Donc 2 scénarios qui montrent en fait justement comment cette variation du module, qui ont une trame répétitive qui se duplique, peut en fait être complètement en fait inversée. Pour éviter d'être en rupture avec le contexte, si on a une zone en fait complètement à gauche en fait avec une skyline assez basse, on réduit en fait l'opération. La logique peut s'opérer un peu sur un modèle en fait aussi de tour urbaine. Ce projet est inspiré, vous voyez tous à peu près, si je parle d'un cairn, ou l'accumulation de petits galets quand on joue à la plage. Donc là, c'est un peu l'inspiration en fait, de l'inspiration du projet. C'est qu'on voit en fait une variation progressive, encore une fois, pour s'adapter un peu mieux au contexte. Mais dans un projet où on est vraiment assez tôt en fait, dans la programmation et dans le modèle économique, on pourrait imaginer, en fait, au lieu d'imposer une hauteur, on pourrait imaginer qu'on discute ensemble de la hauteur sans transformer finalement l'aspect du projet dans sa globalité. Et sur certains projets, en fait, on peut aller encore plus loin. On peut vraiment échanger avec les futurs usagers, s'ils sont connus, pour concevoir vraiment l'aménagement des espaces. C'est vrai, par exemple, pour des espaces de bureau. On peut très bien co-concevoir l'espace de bureau avec les salariés, les dirigeants de l'entreprise. On passe en moyenne en France plus de 11 ans dans sa vie au bureau. Donc c'est évidemment aussi important que bien réfléchir son logement. Le bureau doit aussi être pensé en adéquation avec les besoins des gens qui y travaillent. Même principe pour des espaces de coworking, des tiers-lieux. On pourrait très bien envisager de demander à des profils qui travailleraient dans ces espaces-là, des professions libérales, des gens en télétravail, des commerciaux. On pourrait leur demander leurs avis sur ces besoins pour construire le meilleur espace de coworking possible. On peut appliquer un peu les mêmes principes sur du logement, y compris sur des projets de logement collectif. On peut au moins donner dans certains cas des choix, des options. Par exemple, un appartement en duplex ou pas. Je précise en fait que ce que vous voyez en fait en illustration sont beaucoup des logements dans le projet que vous avez vu précédemment. L'avantage en fait de travailler sur un module parfaitement en fait pour qui se duplique, ce qu'on appelle en fait finalement une grille, on arrive en fait à ajuster et à être très agile du projet ou du programme ou des types de logements en fait qu'on y met en fait, à l'intérieur.
C'est-à-dire que dans une opération comme celle-ci, même si la demande en fait, des futurs acquéreurs est d'aller vers du duplex, ou plutôt d'aller vers en fait, justement un appartement avec une terrasse, une grande terrasse avec triple orientation, l'avantage de cette grille permet justement d'y intégrer différentes typologies d'appartements. Et puis justement sur l'espace extérieur, on pourrait penser, mais si chacun choisit un peu ce qu'il veut, le projet va être compliqué, il n'aura aucun sens. Mais en fait, on a cette liberté à condition qu'on le fasse en fait assez tôt dans le projet, quand le projet est encore très flexible. Et du coup, on va très tôt dans le processus de conception rassembler les besoins des gens et l'intégrer à la conception du projet quand le projet est encore au stade d'esquisse ou de dessin. C'est vraiment important d'anticiper et d'intégrer les gens le plus en amont possible. Et puis on peut aller encore plus loin, faire du sur-mesure dans les appartements en proposant différentes options d'aménagement pour les gens ou que les gens expliquent très clairement ce qu'ils attendent dans leur logement et ce dont ils ont besoin. Donc on peut proposer plusieurs options où ils peuvent faire des cahiers des charges en fait, auxquels on va répondre dans la conception du logement. Il y a un problème de perspective là, parce que sinon c'est un léger couloir. En tout cas, c'est un appartement. Et on voulait en fait conclure avec cette citation parce qu'elle place en fait la cité, mais la ville finalement, au centre des solutions. Et nous, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, c'est que la ville finalement, c'est la bonne échelle, c'est le bon terrain de jeu finalement, c'est le bon terrain de réflexion et d'action. Ça rassemble les bons acteurs en fait pour expérimenter des choses, pour les implémenter, pour innover aussi. Et finalement pour construire à travers la ville le monde qu'on veut voir demain. Donc ça nous paraissait important, et en précisant aussi que ça, c'est possible justement si on met autour de la table tous les acteurs, en premier lieu les citoyens, mais aussi tous les experts de l'acte de bâtir, les élus, les pouvoirs publics, et de façon en fait coordonnée et en collaboration, on crée vraiment la ville qu'on souhaite inventer. C'est vrai que pour finir, c'est vrai que l'avantage en fait, justement de co-concevoir ensemble, c'est qu'il y a, vous l'avez vu, notamment à Bourges, il y a des outils. Donc là, c'est vrai que ce que nous offre aussi, là c'est pour rebondir à l'aspect digital, c'est ce que nous offre le digital aujourd'hui, c'est que ça nous permet en fait de réunir et travailler ensemble en fait assez rapidement pour un résultat en fait qui, in fine, parce que c'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais qui concerne énormément de gens. Parce que le fait de construire, l'urbanisme d'ailleurs, l'architecture, on parle en fait d'une échelle de temps qui va de 5 à 10 ans et qui impactera en fait notre génération, mais même celle d'après. Donc c'est vrai que c'est une opportunité justement de travailler ensemble quelque chose auquel en fait on espère et même on rêve pour le meilleur espace pour nous et pour nos enfants. Oui, parce que ça a même au-delà de 5-10 ans, quand on construit un bâtiment, c'est pour plusieurs dizaines d'années même. Donc il faut, à travers ces actions, répondre aux enjeux d'aujourd'hui et anticiper l'avenir, et on le fera de la meilleure manière en étant tous autour de la table. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux passer le micro s'il y a beaucoup de questions. Bonsoir. J'aimerais savoir, en tant qu'agence d'urbanisme et d'architecture, si vous voyez une évolution des pouvoirs publics ou des mentalités par rapport au design participatif. J'ai l'impression qu'en Europe du Nord, c'est assez c'est plus développé que vers chez nous. Est-ce que vous sentez une évolution en France, et notamment peut-être dans la région Saint-Malo? Alors oui, vous avez tout à fait raison, il y a des pays, des zones géographiques où c'est beaucoup plus développé, notamment les pays nordiques en effet. En Allemagne, en Autriche, en Suisse aussi, sur le logement, il y a beaucoup de projets de logement participatif, et qui sont notamment permis parce qu'il y a des dispositifs en place en face de financement, de cautionnement, de TVA réduite, des choses comme ça, notamment mis en place par les banques, mais aussi par l'État, qui sont permises. En France, on voit, oui, l'évolution. Elle est très différente selon certaines régions aussi en France. Par exemple, dans la région de Lyon, il y a de Lyon, Strasbourg, peut-être justement par la proximité avec ces pays-là, il y a beaucoup de pays participatifs qui se développent.
peut-être un peu moins dans la région, mais en échangeant en tout cas avec des acteurs, des élus aussi, on voit qu'ils commencent à intégrer ces procédés-là. Après, c'est aussi en parlant et encore une fois en travaillant à plusieurs qu'on peut mettre en place ces choses-là, parce que c'est très intéressant, mais il y a quand même une complexité, ou en tout cas il y a des choses à mettre en place avant de pouvoir utiliser le participatif dans toute sa dimension. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, François. Oui, alors pour le coup, c'est vrai qu'effectivement, on illustre pas mal d'exemples. Vous avez raison, au Danemark, en pays scandinave, en Suisse. Il y a aussi, en fait, ça fait très longtemps qu'ils le font. Et c'est vrai qu'il y a une conscience en fait, collective qui s'est opérée aussi depuis très longtemps. Je pense qu'il y a une dimension citoyenne. En tout cas, les gens se sentent peut-être un peu plus concernés par l'évolution en fait, de leur vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on le voit bien en France, et même localement, on a vu pour le coup les municipales qui sont passées. C'est un vrai sujet, hein. On est tous conscients justement de s'impliquer davantage, en tout cas à cette ville qui se transforme très très vite d'ailleurs. Des enjeux en fait aujourd'hui auxquels on doit répondre, qui sont même urgents. Donc ça viendra, sauf que ce qu'il faut mesurer, Baptiste parle effectivement de différents acteurs. Au début de la conférence, je parlais de cette poignée d'acteurs qui participent en fait à l'élaboration urbaine et architecturale. C'est quand même en fait des processus qui sont très 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 longs, qui appliquent en fait aussi des sujets juridiques, économiques, qui sont longs aussi à mettre en place et à transformer. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a des villes qui s'aventurent en France dans ces schémas-là, et ça demande en fait de se lancer un peu dans le vide concrètement. Hein. Donc il ne faut pas minimiser en fait ce passage au participatif. Il ne se fera pas en fait comme ça. Ça nécessite des outils, des méthodes juridiques, des méthodes économiques, des acteurs qui s'impliquent, les banques également. Donc voilà, ça demande du temps, mais c'est certain, on l'a bien vu, et encore plus avec l'année qu'on vient de passer, qu'on y viendra, c'est évident. Ouais. Sans besoin de faire des conférences. Il y avait une autre question là-bas. Est-ce qu'il y a une limite au participatif? C'est-à-dire qu'on comprend bien que les élus, les professionnels doivent y venir. Est-ce que pour le public, c'est pas facile non plus, j'imagine, de savoir où sont les limites et qu'on ne peut pas forcément tout avoir? Est-ce qu'on peut tout demander au participatif et tout attendre du participatif? Oui, très, très bonne question. Oui, il y a des limites au participatif, évidemment. C'est pour ça qu'il faut toujours garder ce dialogue en fait, entre les citoyens, les élus et puis les experts, les aménageurs de la ville, les architectes, les urbanistes, parce que oui, vous avez raison, les citoyens en fait n'ont pas toutes les compétences et les connaissances, c'est bien normal. Après, eux, ils doivent formuler leurs besoins, leurs envies, et c'est après aux professionnels et aux experts de trouver les meilleurs moyens pour y répondre. Mais il y aura toujours, oui, des limites. Il ne faut pas forcément s'en fixer, mais en tout cas, il faut se dire qu'on ne pourra pas tout faire. Et encore une fois, c'est par l'échange, par les explications, par la pédagogie, par le dialogue qu'on trouvera les solutions qui conviennent à tout le monde. Après, effectivement, c'est une excellente question, parce que souvent, on pourrait croire aussi que le participatif, on dit souvent que les personnes qui s'expriment sont souvent des personnes en fait, qui sont contre l'opération. Et que le participatif, on va avoir du mal en fait, à acter quelque chose de concret. Que ça va être des processus très longs, et qu'on va aller vers le consensus, et que malheureusement, le consensus ne peut satisfaire personne. Ni les porteurs du projet, ni les acteurs qui y participent. Donc c'est là, en fait, quoi qu'il en soit, il y a des acteurs qui vont participer, des publics, des professionnels en fait, du bâtiment, qui vont concevoir, formaliser des choses, proposer des idées, parce qu'il y a ça aussi, cet aspect-là, c'est-à-dire que dans des endroits auxquels on ne pense pas, aujourd'hui on peut densifier, on peut réhabiliter, on peut faire des projets en fait, sur des bâtiments auxquels on n'imagine pas, ou dans des zones auxquelles on n'imagine pas, donc ça, les professionnels vous apportent cette expertise-là. Mais après, c'est vraiment aussi un engagement au bout d'un moment en fait, de certains acteurs, notamment publics, hein, de faire en fait, avancer le projet. Mais de donner en tout cas les moyens, même aux personnes qui sont, jamais au contraire aux personnes qui sont contre, de donner en fait leur point de vue. Le meilleur même moyen, c'est parce que les ateliers, notamment la notion, et encore plus ici à Saint-Malo, la notion en fait, de la densité et de la verticalité, on pourrait même imaginer en fait, un groupement en fait, d'acteurs, de personnes contre, avec qui en fait, on réfléchit justement à quelle alternative on pourrait trouver justement à cette notion de la verticalité à Saint-Malo.
soit géographique, c'est-à-dire à quelle zone on pourrait imaginer monter un peu plus haut, soit en fait dans quel type de verticalité. Donc c'est pour ça que, mais au bout d'un moment, quoi qu'il en soit, il faudra que les gens, en fait, les personnes, notamment les acteurs publics ou privés, arrêtent les choses. Après, en tout cas, avoir vraiment joué le jeu et avoir donné cette participation. Et François l'évoquait tout à l'heure en disant que c'est des choses longues à mettre en place et en fait on lance pas une démarche participative comme ça en disant bah, sur ce sujet-là on va prendre tous vos avis et puis après on verra ce qu'on en fait. C'est important en fait de préparer finalement le participatif et d'écrire des règles du jeu assez claires à la fois pour les citoyens et puis pour les acteurs qui travaillent sur le projet, de se dire bah, voilà dans quel contexte on travaille, dans quel périmètre on va travailler, sur quel sujet on va être participatif. Et puis peut-être mettre des limites dès le début, ça évitera aussi de la frustration. Mais on peut faire plein, à plusieurs, on peut faire plein de choses sur le participatif. Comment vous appréhendez les industries qui sont au cœur des villes? Parce que vous disiez que dans les souhaits des gens, l'idée c'était de vivre à 2 km d'un maximum d'activité. Ça c'est dans l'idéal. Ça veut dire aussi vivre à 2 km de son lieu de travail. En même temps, il y a un rejet des industries au cœur des villes parce qu'avec ce qui s'est passé à Rouen, il y a finalement un rejet de ça. Et vous, comment vous appréhendez cette problématique-là? Pour le coup, finalement, cette zone de kilomètres, il ne faut pas forcément en fait, l'imaginer forcément en centre-ville. Aujourd'hui, il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a des grosses entreprises qui seront incapables en fait, de s'installer en centre-ville. Le foncier est tellement cher, d'ailleurs, il y a parfois pas assez de place. Mais c'est la manière dont les projets en fait, peuvent réaliser. On pourrait faire des projets de qualité avec différents équipements, en fait, une diversité aussi de programmes, même en zone en fait, d'activité. Finalement, c'est plus le recul sur la programmation qui est nécessaire, peu importe l'endroit. Donc on pourrait imaginer, on prend un exemple, une grosse société de 500 salariés qui sont à l'entrée de Saint-Malo, on pourrait imaginer que si elle s'installe à l'entrée de Saint-Malo ou si elle est déjà existante, imaginer en fait quelque chose autour qui intégrait en fait un programme mixte et varié et qui pourrait répondre justement à cette notion sociale et de mixité et de proximité. Et pour répondre à la dimension, parce que du coup votre question est plus par rapport aussi à l'aspect sécurité entre guillemets et du coup l'éloigner finalement d'autres programmes. Alors du coup là-dedans la mobilité a un rôle important à jouer et c'est comme le bois par exemple. Enfin, le bois c'est pas une solution miracle, tout comme le vélo pourra pas répondre à tous les besoins. Donc c'est là qu'il faut penser à des solutions un peu comme le projet de Tours, de se dire ok, on peut peut-être faire une industrie à l'extérieur de la ville. Par contre, il n'y a pas de raison que les gens qui travaillent mettent une demi-heure ou 40 minutes à rejoindre le centre-ville où ils habitent. Donc peut-être penser à des transports collectifs, des voitures avec des parkings relais qui font après prendre du vélo ou marcher à pied. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Il faut pas. Et puis ça illustre bien le fait qu'il ne faut pas non plus. Il n'y a pas de solution miracle. C'est plein de petites choses combinées qui vont faire que l'équilibre sera trouvé. Finalement, chaque contrainte, là, c'en est une. Par exemple, si on a une usine qui ne peut pas être à proximité de ce genre de programme, même la manière dont on pourrait imaginer la desserte de cette usine pourrait être en lui-même en fait, un projet. Je pense à une opération qui a été faite justement encore au pays scandinave, mais c'est parce que j'y étais, c'est pour ça que j'ai des exemples, mais c'est une voie de tramway qui a été imaginée en fait, mais sur une connexion Suède et Danemark, en passant par Göteborg en Suède jusqu'à Copenhague. Et cette ligne de tram, de métro plutôt, à haute vitesse, desservait différentes zones, beaucoup de tertiaires, d'industries lourdes, et le tram en lui-même, qui était à 12 mètres de haut, intégrait en fait des programmes en dessous, des équipements. Et donc cette mobilité très rapide a permis en fait aux riverains d'occuper les programmes qui étaient en dessous avec un délai en fait très très court parce que c'était vraiment un tram et un métro à servir. Bonsoir. Oui, effectivement, vous disiez tout à l'heure qu'ici à Saint-Malo, le participatif, on ne connaît pas. Sous l'ancienne municipalité, en tout cas, c'était vrai. Celle-ci, on verra bien. En tout cas, il y a quand même un effort qui est fait, je tiens à le souligner. Le terminal du Nez va être reconfiguré et la Commission nationale du débat public organise un ensemble de réunions auxquelles sont invités l'ensemble des citoyens. Je crois que ça commence le 1er octobre. J'ai vu des panneaux à la place ouverte cet après-midi. C'est vraiment une méthode à laquelle les Malouins n'ont pas été habitués pendant 6 ans.
Et je crois qu'il faut s'en saisir parce que l'aspect de nuisance, la pollution de l'air, qui ont été, comment dire, sur lesquels les élus n'ont rien dit pendant 6 ans, il faut quand même le dire, hein, quel que soit le bord, hein, tous les élus ont été muets sur la question de la qualité de l'air. Et ce sont les citoyens qui ont fait bouger la chose. Alors, non, je continue un peu là-dessus. Alors, la participation, c'est effectivement, il y a, Madame la préfète comment dire, a nommé une commission pour le suivi du site, parce que Madame faisait écho aux usines en centre-ville, une commission de suivi du site, mais paradoxalement, l'association qui a mis le débat sur la qualité de l'air à Saint-Malo en est exclue. Donc là, on voit aussi les limites du participatif, parfois c'est très bien, le comité national du débat public, je trouve c'est vraiment très bien, j'imagine, ça va être bien. On les a d'ailleurs rencontrés, mais sur un autre côté, on voit qu'il y a des citoyens qui sont exclus, hein, puisque aucun des plaignants sur la qualité de l'air n'a été contacté par cette commission. Voilà, merci. Pour réagir à votre remarque, c'est vrai qu'on est dans sur le terminal Ferry, c'était une réunion d'information, c'est ça? Elle aura lieu je sais plus autour de l'ensemble, mais la commission nationale de l'opération qui est menée par la région est cadrée par la commission nationale du débat public. C'est-à-dire qu'il y a tout un process de débat avec les citoyens sur la manière dont le projet de terminal ferry du port va être réaménagé. Et notamment, tous les aspects, terminal ferry, ça suppose de la circulation en amont, hein, puisque si on a fait le plus grand bateau, ça veut dire plus de circulation. Il y a un ensemble de choses que les citoyens sont conviés. Alors, il y a toute une série de réunions, je en tête, mais ça commence le 1er octobre et c'est jusqu'au 20 décembre. Ça va mieux à la place Bouvet. Il faudrait y vérifier. D'accord, en effet, je pense que. En tout cas, moi j'encourage tout le monde à y aller parce que c'est formidable de pouvoir dire nos sentiments, non seulement nos sentiments, mais nos réflexions sur le sujet. Oui, ça illustre que les lignes bougent doucement, mais en tout cas, elles bougent. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que c'est l'heure du week-end. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous.